suis Nico De Andrea, j'ai 35 ans, je suis DJ, producteur de musique, musicien. Ça fait partie de mon ADN. Je joue du piano depuis que je suis petit et ça m'a beaucoup aidé dans la production. Et je suis aussi directeur artistique. Je m'occupe de plusieurs établissements à Miami, dont un très gros établissement qui s'appelle Queen, qui vient d'ouvrir, sur lequel on book des DJ, on fait des événements, on book des artistes et des performeurs. Et pas mal d'autres choses. Je suis quelqu'un de réseau, donc je m'occupe aussi d'aider d'autres artistes. Je suis pas manager à proprement dit, mais c'est vrai quand il y a des amis et des talents, j'essaie de les pousser avec moi, les aider à tourner ou à signer leurs morceaux ou à les aider sur la musique. Donc voilà, j'ai plusieurs casquettes. Mais le nom veut absolument rien dire. J'ai cherché des noms. Je m'appelais Brooklyn quand j'ai commencé à jouer. Et c'était pas vraiment fort. Non, écoute, je pense que c'est GTA, GTA San Andreas. J'ai fait des espèces de mix de noms. Et puis c'est tombé comme ça. Et c'est marrant parce que en fait, il y a des De Andrea et ils sont en Italie, dans la région de Naples. Et j'ai pas mal de gens qui me contactent et qui me parlent en italien. Je connais pas un mot d'italien. J'ai absolument aucun rapport avec l'Italie. Mais j'ai une petite communauté de gens en Italie qui sont fiers de moi, donc tant mieux. Écoute, à la base, j'étais parti dans le sport. Je pensais faire une carrière dans le tennis. Puis je me suis vite rendu compte que j'étais bon, mais vraiment pas assez bon pour vivre de ma passion. Donc j'ai continué à faire mes études. J'ai fait des études de finance. Je suis à la base comptable, expert comptable. J'ai toujours eu la musique en side, j'ai toujours adoré ça. Je suis tombé dedans vraiment quand les premières compilations sont sorties. Tu sais, à l'époque, il y avait des Bouddha Bar, des Hotel Cost. C'était les débuts de la musique comme ça qu'on découvrait un peu, tu vois. Ethnique, métissée, le mélange des genres, musique du monde. Donc je me suis dit, là, c'est quoi cette musique où tu vas avoir des rythmes afro, latin, avec des divas qui chantent dessus. J'ai découvert un genre de musique, quoi. Et là, à partir de là, j'ai commencé à apprendre à mixer. Moi, j'ai commencé vraiment en tant que DJ. Et après, très vite, tu vois, tu as besoin de faire tes edits. Donc, je faisais mes versions. Je jouais un peu de musique sur certains beats. Je programmais un peu des percussions, je mettais une voix connue sur les trucs, je faisais mes edits, tu vois, j'adore Sade, j'adore Jamiroquai, j'adore Stevie Wonder, je faisais mes edits comme ça pour les jouer dans les soirées un peu exclues. Puis après, c'est venu naturellement de se dire, bon, ça serait bien de sortir mes propres compositions, quoi. Je suis un lover dans la vie et aussi dans la musique. Et c'est ce qui caractérise pas mal mon projet. J'ai toujours fait des chansons d'amour. J'étais toujours, comme je te disais tout à l'heure, Stevie Wonder, Sade, des vraies chansons d'amour, de la chanson française, etc. Il a fallu se débrouiller avec ces influences-là et la musique électronique. J'étais persuadé que c'était pas compatible. Et plus ça va, plus on le comprend. C'est ce qui fait le succès de certains artistes aujourd'hui. Tu vas avoir, je sais pas, des Black Coffee qui vont faire de la musique super deep, intense, avec des chansons d'amour, avec des voix africaines qui viennent te chercher, etc. et qui jouent ça dans des stades. C'est assez récent. Nous, on savait pas que ça pourrait marcher. Donc, j'étais pas mal complexé au départ quand j'ai commencé, parce que je me disais, bon, faire des beats afro avec des accords mineurs et de la musique un peu triste, etc., ça va parler à personne. Et il s'avère que c'est la musique à la mode en ce moment, quoi. C'est ni plus ni moins que ce que font Black Coffee, Kind Music, hyper sexy, des remixes de classiques, de funk, de morceaux légendaires africains. Ça peut être R&B, ça peut être hip-hop, ça peut être tout ce que tu veux, mais au final, avec beaucoup d'amour, des chansons fédératrices, etc. Et je suis hyper content parce que c'était pas du tout le cas quand j'ai commencé. En tout cas, en France, c'était pas à la mode. Je suis content d'être tombé dessus et puis surtout de voir que maintenant, dans les clubs, moi je me souviens, même les clubs à Paris, tu sais, c'était vraiment pop, rock, hip-hop, top 50, etc. Et maintenant, même dans les clubs VIP, ça joue des morceaux afro, etc. Donc c'est incroyable, c'est devenu la musique du moment. C'est limite devenu mainstream. Mais écoute, c'est formidable pour nous qui faisons ça depuis très longtemps. C'est notre moment.
Ouais, c'est vraiment quelqu'un qui va être transmetteur d'émotions et de partage et de découverte. C'est devenu un peu triste parce que tu vois que maintenant les gens veulent juste jouer les morceaux à la mode les uns après les autres et puis mettre leur nom sur les visuels, etc. Mais c'est vrai que l'essence de la musique, de vraiment faire danser les gens, de la première à la dernière minute, de jouer 3 heures de plus, de jouer des morceaux étonnants, de surprendre la piste, c'est vraiment ce qui nous faisait vibrer à la base. Et c'est ce que je continue à faire et j'espère que une nouvelle génération va le comprendre et puis continuer à transmettre cette passion-là. Vraiment d'essayer de faire voyager, de jamais préparer les sets. Tu vois, je fais quelques festivals là récemment, je prépare pas les sets, quoi. C'est pas un gros avantage, j'avoue, mais c'est vrai que, bon, écoute, je monte sur la scène et puis je pioche dans la clé USB les morceaux qui me parlent, je regarde comment les gens réagissent, j'essaye d'affiner et c'est vraiment ça. Parce qu'en plus, quand t'es pas super gros headliner comme moi, bah, des fois tu peux te retrouver avec 10 000 personnes et des fois il y en aura 100 et ça fait aucun sens d'avoir préparé quoi que ce soit. Donc parfois il pleut, parfois il fait très chaud, parfois la scène se remplit, parfois tu joues un morceau un peu plus énervé et puis tu vois que c'est ça que les gens veulent. Parfois il faut jouer beaucoup plus souple, les gens veulent de l'amour, ça dépend de l'heure à laquelle tu joues. Donc non, moi je suis vraiment ultra flexible sur la musique, dans le partage. Je pense que c'est quand même un job de passion, d'empathie, d'humilité beaucoup, et c'est quelque chose qui se perd. Et c'est bien dommage. Donc moi j'essaye de continuer à être comme ça. Enfin, je serai toujours comme ça d'ailleurs, parce que c'est ma nature, mais j'encourage tous les DJ que je rencontre à l'être, parce que c'est vrai que des fois... tu vas voir des mecs qui jouent pas une minute de plus, qui font des attitudes, et au final, ils ont complètement perdu le sens du DJing. Donc, je suis très content parfois quand sur la route, je rencontre des vrais passionnés qui sont toujours curieux, qui ont toujours l'envie et qui sont hyper cool. Donc, voilà, je pense qu'il y a beaucoup de paramètres. Mais surtout, voilà, être des bons humains qui ont envie de transmettre un bon message positif et fédérateur. Disappear, jusqu'à ce jour, c'est ma plus grosse release et je suis content parce que c'est vraiment le morceau le plus joli. En tout cas, il est vraiment, il inspire beaucoup d'émotions chez moi et chez les gens qui l'écoutent. Donc ça, c'est quand même merveilleux. Il a un peu ce truc justement de classique, tu vois. J'espère que c'est quelque chose qui vieillira bien dans le temps. C'est vrai que les morceaux sont souvent très marqués du genre ou d'une époque, mais c'est vrai que là, la chanson et la beauté de la composition, etc., fait que j'espère que c'est quelque chose qui va vraiment perdurer un peu dans le temps. Et je suis content d'avoir un morceau comme ça dans mon catalogue. On était à Miami pour venir mixer. Et Blondie, je m'a prêté son studio. C'était super cool. Elle a un beau studio à Wynwood. Et je suis allé dans le quartier un peu... artiste, donc c'est quand même assez inspirant. T'as tous les graphes, t'as vraiment une énergie folle là-bas. Et j'ai un très très bon ami qui était sur place qui s'appelle Michael Mali, qui est un top compositeur de musique, qui a travaillé entre autres sur l'album de Black Coffee, donc il a un Grammy avec lui et il est parisien. Je connais depuis qu'on est tout jeune, on a commencé la musique ensemble. Voilà, lui est vraiment un pur compositeur, mélodiste, etc. de top niveau, qui s'est trouvé on s'est retrouvés ce jour-là pour travailler ensemble, donc c'était merveilleux, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait de musique ensemble, donc 15 ans après, on s'est retrouvés à Miami. Il s'avère que Temba était aussi dans les parages ce jour-là, donc je lui ai dit, écoute, viens au studio, on va aller tous ensemble travailler. Michael connaissait une chanteuse qui s'appelle Tayzan, qui fait surtout beaucoup de démos, qui travaille pour des très gros artistes, dont des artistes de reggaeton, des J Balvin, etc., mais elle est un peu voix témoin, on va dire, alors qu'elle chante extrêmement bien. Et au final, il y a eu la magie ce jour-là. Le morceau s'est fait en une journée. Elle est venue poser la voix et je lui ai dit, écoute, nous, on veut que tu restes sur le morceau, quoi. On veut que tu sois featuring sur le disque parce qu'il y a vraiment eu une magie. Je vois pas d'autres personnes pour chanter ça.
Et elle était super contente. Je pense que c'était une de ses premières releases aussi officielles et qui s'avère être un vrai succès. Hein. Je pense, succès par rapport au genre de musique. Tu vois, on a fait plusieurs millions de streams. On a eu des supports ça va de Solomon à Diplo, à Kind Music, à tout un tas d'artistes qui sont même pas des artistes électroniques. Donc c'était vraiment génial. Et puis c'est ce qu'on recherche, quoi. C'est le crossover suprême entre des artistes de techno, des artistes afro, des artistes justement que moi j'appréciais à l'époque, des Louis Vega, etc., des David Morales qui jouent le morceau. Et c'est exactement ces gars-là qui m'ont amené à la musique. Donc c'est incroyable, la boucle est bouclée. Franchement, je préfère vraiment mixer. J'ai commencé comme ça. Je me nourris vraiment de l'énergie des gens. Je regarde leur manière de danser, leur manière de circuler. C'est vraiment ça qui me passionne, quoi. Voyager, partager la musique avec le plus grand nombre. Quand tu mixes et que la soirée était bonne et que tu sors de la scène, c'est un truc qui est difficile à expliquer. Et puis surtout, c'est génial parce que c'est, encore une fois, je te disais tout à l'heure, moi je me sens vraiment un sentimental, mais c'est vraiment un truc de séduction, quoi. Des fois, tu arrives dans des pays. J'ai joué par exemple en Afrique du Sud. C'est un line-up d'artistes africains, 100%. Et il y a un artiste européen, c'est moi. Et du coup, il faut faire sa place, il faut convaincre. Il faut essayer d'être légitime en Afrique quand tu fais de la musique africaine et que tu es européen blanc, de gagner les cœurs de ces gens-là et d'être crédible dans cette scène avec les artistes locaux, etc. C'est une vraie fierté. Et au final, tu as 2 heures pour créer cette forme-là d'affinité et de charme avec les gens et essayer d'être convaincant. Et voilà, faut être hyper honnête, hyper bon aussi, hein, parce que tu peux rater aussi les grandes occasions. Et c'est merveilleux, parce que quand tu sors de la scène et que t'as gagné le cœur des gens, t'as gagné un nouveau territoire et des nouveaux amis et des nouveaux partenaires, c'est extraordinaire. Si tu compares ça avec être en studio, qui est quand même relativement un truc laborieux, où tu passes des heures devant un écran, etc. Non, je préfère définitivement mixer. Après, je suis touché aussi quand des fois j'arrive à produire des trucs et à me dire waouh, c'est super cool ce que tu es en train de faire et d'avoir hâte de le jouer, mais sincèrement, le feeling d'être sur la scène est quand même meilleur pour moi. Je me laisse pas le choix, quoi. C'est comme une espèce d'évidence. Je suis hyper content de faire ça. Je crois que je sais rien faire de mieux que faire de la musique. C'est aussi ça c'est aussi ça le truc, tu vois. Il y a des gens qui ont d'autres passions, qui sont bricoleurs, qui font du jardinage, qui adorent faire un paquet de trucs. Moi, vraiment, c'est ce qui me plaît le plus. Et c'est là où je sens que j'ai une vraie valeur ajoutée. Bon, là, je parle beaucoup dans l'interview, mais en vérité, je suis quand même assez timide, assez sensible, etc. Donc c'est pas le plus simple pour moi de communiquer avec les mots, en tout cas de dire ce que j'ai vraiment dans la tête et dans le cœur. Donc pouvoir le dire en musique, c'était vachement plus facile. Et c'est génial parce qu'encore une fois, on a le challenge est réussi, quoi. Moi, quand les morceaux que j'ai sortis, qui ont vraiment le mieux marché, c'était dans la période de Covid, par exemple, qui était une période vraiment super difficile. Et je sortais des trucs hyper émotionnels parce que il y avait pas les clubs de toute façon. Je me suis dit je vais vraiment faire la musique que j'aime et que j'ai vraiment sur le cœur. Et ça s'est ressenti. Il y a des gens que j'ai vachement touchés. Je peux pas te dire que j'ai une grosse communauté de fans, mais par contre les gens qui aiment ma musique, ils sont hyper investis et ils adorent et ils m'envoient des messages et ils me disent tu nous as aidés à traverser cette période-là. C'était extraordinaire, quoi. J'ai eu des messages de soutien, de gens qui ont compris des choses, ou que ça soit dans les textes ou dans la musique, et qui se sont sentis hyper compris et concernés, etc. C'était merveilleux, puisque c'est exactement ce que j'ai voulu faire. Et quand j'ai vu que ça faisait du bien à certaines personnes, je me suis dit, c'est gagné, il faut continuer, quoi. C'est vraiment le mix entre la musique du monde, c'est-à-dire la musique africaine, la musique latine et la pop, les chansons d'amour de pop anglaise. Et en fait, c'est exactement ce que j'ai réussi à faire, qui était quand même un bon mélange. J'ai fait beaucoup de morceaux avec une artiste qui s'appelle Darla Jade, qui est vraiment...
on va dire un peu punk, emo, qui fait des concerts un peu rock, pop rock dans la scène anglaise puriste à Londres, etc. Avec des beats afro, etc. Et le mélange des genres était génial. En fait, j'ai décidé de pas choisir, quoi. J'aimais les deux, je les ai mis ensemble et c'est bien. Il s'avère que ça marche et que ça plaît, donc non, métissage, quoi. En tout cas, c'est ça l'influence. Wish We Could, c'est vraiment le morceau qui a fait un peu basculer le projet. Parce que c'est vrai que jusqu'alors, les morceaux étaient un peu plus souples, on va dire un petit peu Spotify friendly, un peu dédié à l'écoute et à la beauté, etc. Et là, le morceau est un peu plus dur. Pas beaucoup, mais en tout cas, il peut se jouer. C'est la première fois que j'ai eu vraiment des vrais supports de DJ. Je me retrouve avec un Black Coffee, une Blondish, un Solomon qui joue ça, des DJ de trance, alors que moi vraiment j'y connais rien à la musique trance et c'était pas le but. Enfin en tout cas j'ai pas les codes de cette musique. Mais là j'ai vu qu'en fait voilà, ça touchait du monde, le spectre était quand même large et que ça pouvait toucher les DJ et les clubs et qu'en fait il y avait peut-être une attente de musique un peu comme ça, un peu triste, un peu dans l'émotion pour les clubs. Et c'était génial. On avait fait le morceau à la base avec un producteur à Paris qui s'appelle Dorian Kraft, qui est un super producteur et un super ami. Et je pense que c'est lui qui a amené un peu la vision un peu plus club. Et voilà, le fait d'avoir travaillé tous les deux, avec moi, le côté vraiment plus pop, le côté plus mélo et lui le côté club, ça nous a amené à un morceau hybride qui est à ce jour un des morceaux que les gens préfèrent. Et au final, ça m'a ouvert un petit peu l'esprit et je suis allé vers des choses un petit peu plus club, en gardant toujours l'ADN du projet, mais des choses un peu plus jouables, peut-être sur des grosses scènes, etc. Donc ça a ouvert un peu les horizons et je continue à faire ça. Bah pour moi, c'est de la pop. J'ai toujours eu cet ADN pop. J'ai toujours aimé composer, écrire des chansons. Je pense que la suite logique du truc, ça serait de chanter mes propres morceaux. Donc j'y travaille. Je travaille sur ma voix. J'espère que ça sera un peu l'extension du projet. Aussi parce que c'est un challenge et aussi parce que j'ai l'impression que sur la scène, il commence à y avoir une demande de un peu plus que des DJ sets. C'est-à-dire qu'arriver, jouer les 10 du moment pendant 1 heure et partir, les gens sont très habitués à voir ça. Et c'est au final assez dur de faire la différence entre un artiste qui va avoir plein de choses à dire et un artiste qui va pas avoir grand-chose à dire, justement. Parce qu'au final, tout le monde joue un peu les mêmes morceaux, c'est devenu formaté un petit peu. Donc arriver sur scène, jouer des instruments, chanter, jouer des versions exclusives de ses propres chansons, c'est vers ça que j'essaye d'avancer. Donc définitivement, plus un projet de pop qui pourra se dériver sur la scène avec les chanteuses et les chanteurs qui sont avec moi sur l'album, avec des instruments, avec une production de live. Ça c'est donc définitivement une approche pop et moins un truc DJ. En tout cas, je pense que c'est là que moi j'ai une carte à jouer et que je peux faire un petit peu la différence. D'autant plus qu'il y a des gens qui sont pas du tout des amateurs de musique électronique et qui peuvent aimer mes chansons, par exemple. Donc ce public-là, c'est pas nécessairement un public de club et ils sortent pas dans les endroits dans lesquels je joue. Donc c'est cool d'aller aussi à la rencontre de ces gens-là. Et pour ça, il faut essayer de sortir des clubs. Donc les festivals, ça va être une première approche, mais après, c'est vrai que le format un peu concert, scène, etc., c'est hyper intéressant pour moi et c'est là qu'on essaye d'aller. Mais c'est vrai qu'aller voir aujourd'hui des sets où tu sais quasiment au morceau près ce qui va se passer, où tout le monde va sortir les téléphones, etc., ouais, ça me passionne moins. Et au final, ça nous oblige, nous, en tant que DJ, à essayer de proposer autre chose. Et du coup, dans ce sens-là, c'est assez motivant.
J'arrive souvent sur des très gros événements sans caméraman ou vidéo. Et au final, je suis bien content après la soirée de récupérer des contenus de tous les angles, de toutes les personnes qui m'ont filmé. Donc je suis quand même assez content pour moi d'un point de vue vraiment professionnel. Après, ouais, c'est vraiment au détriment de la vibe. J'ai vu que Cercle proposait un nouveau concept, interdit, pas de téléphone, pas de vidéo, etc. Donc on verra. C'est-à-dire, est-ce que les gens, au final, sont contents de s'amuser sans dire à tout le monde qu'ils se sont amusés? À voir si c'est encore un modèle aujourd'hui ou si s'amuser et passer un bon moment, ça veut obligatoirement dire qu'il faut le montrer et le dire à tout le monde. Écoute, la vraie anecdote pour moi maintenant, ça va être la transmission. J'ai un petit garçon qui a 9 ans et qui comprend pas toujours ce que je fais, puis qui m'en voulait un peu au départ de pas être trop là les week-ends, et pourquoi j'allais faire des concerts, etc. Donc c'était un petit peu difficile à expliquer. Et puis là récemment, j'ai eu la chance de pouvoir l'amener un petit peu avec moi. J'ai fait des événements en extérieur. Il est venu, j'ai fait pique-nique électronique ici à Montréal. Il y avait 15 000 personnes. Il est monté sur la scène. Et on a fait un show avec Bob Sinclair dans le sud de la France, dans des arènes. Il est aussi monté sur la scène. Bon, il est apeuré, mais il comprend qu'il y a des gens qui sont là, qu'il y a du monde, qu'il y a des gens qui aiment ce que je fais. Et c'est cool. Parce que tu vois, même là, à l'école... Ici, surtout, moi je suis au Canada, mais tu sais, il y a des journées où ils font venir les parents pour qu'ils montrent ce qu'ils font au travail et qu'ils parlent de leur travail. Donc voilà, il y a peut-être quelques années en arrière, j'y serais peut-être allé un peu timide, mais là, on est super fiers de ce qu'on fait, et puis et mon fils super fier aussi maintenant. Donc c'est cool que les artistes soient vraiment mis en avant et reconnus. Donc voilà, ça c'est quand même la petite fierté. Et puis il m'a dit il y a pas longtemps qu'il voulait faire ça maintenant. Alors il voudrait être artiste. Alors on sait pas de quoi, mais en tout cas ça lui a donné envie. Donc c'est mission accomplie. Start the Fire, c'est la collaboration avec Eli and Fur. Voilà, encore une fois, j'estime que j'ai beaucoup de chance. Elles sont, moi, c'est des artistes que j'adore, dans le sens où elles chantent toutes les deux, elles écrivent toutes les deux. C'est deux filles dans une industrie quand même assez difficile, et je vois à quel point elles travaillent et elles arrivent à alterner beaucoup de dates et beaucoup de studios et rester vraiment super créative et productive, etc. Donc moi j'ai beaucoup d'admiration pour elles, et il se trouve qu'elles m'ont contacté, et qu'en général c'est un peu le problème nous pour les DJ, c'est d'essayer d'aller chercher les meilleurs top lines, les meilleurs vocalistes, les meilleurs songwriters. Et là c'est merveilleux dans mon cas, parce que je commence à avoir des top chanteurs ou des top songwriters qui me demandent de travailler, et ça devient vraiment vraiment cool, parce que moi je leur avais écrit des messages. Ça fait 3 ans que j'écris des messages et que j'ai pas de réponse. Et ça peut être assez frustrant. 3 ans après, elles m'ont écrit, elles m'ont dit ah bon, on n'avait pas vu les messages, mais on adore ce que tu fais, et justement, on est tombé sur tel et tel morceau et on voulait absolument travailler avec toi. Donc, il y a quand même un truc de résilience là-dedans. En tout cas, ça finit par voir le jour. Et c'est ça, en fait, j'ai fait un morceau qui est vraiment différent. Des synthés un peu vintage, une production qui est quand même plus, on va dire, mélodique techno, un peu différente de d'habitude. Quand je le faisais, je pensais à elles, et elles m'ont contacté en me disant ça serait bien de faire un truc ensemble. Donc au final, tout ça a vu le jour, et c'est quand même merveilleux, parce que je pense que c'est la meilleure voix pour la chanson, et moi je suis hyper fier de défendre le morceau avec elles. Donc voilà, c'est dans la démarche de l'album. C'est le 4e single de l'album. Et justement, c'est ça, on va dévoiler que c'est un album pour que les gens aussi comprennent que je fais des petits écarts de musique de temps en temps. Et ça, c'est justifié par justement le fait de faire un album où on peut tenter beaucoup de choses. Donc c'est définitivement le morceau le plus différent de ce que j'ai l'habitude de faire. Et en même temps, c'est aussi la partie la plus excitante, parce qu'on va aller toucher... En fait, l'enjeu, c'est de toucher un nouveau public,
tout en ne décevant pas ceux qui m'ont suivi jusqu'à maintenant. Donc c'est passionnant, j'ai hâte que ça sorte. Ça sort chez Armada, comme tous les morceaux de l'album. J'ai un deal avec eux, donc on va sortir 12 morceaux. Et le Start the Fire va sortir au mois de juin. Voilà, donc c'est notre sortie avant l'été. Et puis je pense qu'à l'été, on arrivera avec un single qui s'appelle Corazon, qui est un single en espagnol. Donc c'est la première fois que je vais faire un morceau en espagnol avec une artiste de Montréal qui s'appelle Emria. Et c'est cool. Là, c'est vraiment un morceau hyper chaleureux, sucré pour les plages, un peu façon Cabo Parano de Martin Solveig, un de mes morceaux préférés. Donc je pense que j'ai quand même dû être un peu influencé. Mais c'est ça, j'ai hâte parce qu'il y a 2 morceaux qui arrivent et qui sont complètement différents. Et c'est ça qui est génial dans la musique. Je pense que le développement pour moi, ça serait d'avoir mon label et puis d'essayer de promouvoir des autres artistes qui ont la même intention que moi ou des choses qui me plaisent en musique et puis de les amener jouer avec moi. Toujours ce truc de transmission, je pense que c'est hyper important. Donc c'est vrai qu'avoir sa propre soirée, son propre concept, amener les artistes qu'on a signés, les mettre en avant et puis créer comme ça des synergies avec des artistes qui ont les mêmes goûts et la même vision, c'est la suite logique. Donc c'est vrai, je vois des artistes de ma scène qui ont des résidences à Ibiza. Je pense, tu vois, Temba a une résidence l'année dernière à Club Chinois, Pablo Fierro a une résidence. Donc voilà, j'espère qu'à terme, je pourrai avoir ma propre soirée. À Ibiza, ça serait extraordinaire. Ça, c'est le premier objectif. Et après, d'autres collaborations de musique. Il y a des artistes que j'adore. Je suis assez proche de Black Coffee, par exemple. Il joue beaucoup ma musique. On se connaît aussi dans la vie. On s'apprécie. Je suis allé sur beaucoup de shows avec lui, un petit peu comme tour manager. Donc, je l'ai un peu suivi sur des dates. On a passé beaucoup de temps ensemble, beaucoup parlé. Donc voilà, j'espère qu'un jour, pourquoi pas, il m'ouvrira la porte et puis qu'on pourra faire un morceau tous les deux. Ça serait cool, parce que c'est vraiment, pour le coup, quelqu'un qui nous a beaucoup aidé. Je parle vraiment la musique qu'on fait, ça s'est démocratisé aussi à travers lui. Tout un continent qui a bougé et cette musique-là, soulful, qui est arrivée dans des clubs énormes, on lui doit. Donc j'aimerais évidemment faire un morceau avec lui. Et je pense que c'est déjà pas mal. Après, l'idée de continuer à faire des albums, d'inviter des top chanteurs, chanteuses que j'ai toujours adorés sur le projet. Même des chanteurs qui sont pas dans l'électronique. Mais voilà, j'espère que ça va se développer dans le bon sens. Mais déjà, il y a un premier album qui sort. Et on verra quels sont les résultats et quelles sont les portes que ça ouvre. Alors, c'est marrant parce que moi, je n'écoute pas de musique électronique chez moi. Mais alors, vraiment pas du tout. Donc, je dirais... qu'est-ce que je peux dire de sympa ? Non, j'écoute le morceau de Rai qui s'appelle Escapism, qui est un super morceau, je dirais, R&B, qui nous rappelle aux heures sympas des années un peu 2000, tu vois, façon Alicia Keys, Empire State of Mind. C'est très cool. J'ai entendu le morceau... J'ai joué à New York il y a pas longtemps, j'étais dans le taxi, il y avait ça qui jouait. J'étais dans le film, quoi. Ça m'a vraiment procuré beaucoup d'émotions et en plus c'est pas la musique que je joue du tout, mais en tout cas c'est ça m'intéresse. On parlait tout à l'heure de Sofiane Pamar, ouais, magnifique, vraiment magnifique. Piano, arrangement. Virtuose comme ça serait vraiment un album à écouter. Et attends, je vais t'en trouver un troisième. Non, un morceau vraiment qui met de bonne humeur et qui est électronique et que je joue même si c'est pas vraiment le genre, c'est Oden et Fatso, Lorraine. Trop cool. Façon Mojo Lady. Actualisé avec
la base de funk, la top line en loop comme ça, le gimmick, les violons, il y a le truc comme ça. Fin de soirée, je pense imparable.